Alors, Firestarter, c'est un film de 1984 de Mark L. Lester, qui était jusque-là connu pour Classe 1984. C'est une adaptation donc, d'un roman de Stephen King qui s'appelle Charlie, en français, qui est considéré comme beaucoup parmi ses meilleurs romans, même si c'est peut-être un de ceux qui a été les plus oubliés de sa période des années 80 très prolifique, où il sortait 3 à 4 bouquins par an. C'est un roman et donc un film qui parle de la fuite d'un père et de sa fille, qui sont tous les deux doués de pouvoirs surnaturels. Lui, il est capable de contrôler les esprits, elle est capable de mettre le feu à distance, combustion spontanée, d'où le titre Firestarter, celle qui démarre le feu. Ils sont poursuivis par une agence gouvernementale américaine secrète qui s'appelle The Shop, qui aimerait bien mettre la main sur ses pouvoirs, ces pouvoirs qui sont nés d'expérimentation sur des lycéens, non, ils étaient plutôt à la fac, sur un groupe d'étudiants à qui on a donné pas mal de drogue dans les années 60. La plupart sont morts, sauf le héros et sa femme, qui ont réussi à survivre à ces expérimentations. Ils se sont mariés, ils se sont rencontrés pendant les expérimentations. Et leur petite fille est donc née avec des pouvoirs issus de ces expérimentations. Dino De Laurentiis, pour Firestarter, avait plutôt une envie de grands films. Déjà, il est d'abord allé voir John Carpenter pour lui proposer le film, qui à l'époque n'avait pas encore fait The Thing. Il venait de réaliser le film, mais le film n'était pas encore sorti en tout cas. Carpenter a confié l'écriture d'un scénario à Bill Lancaster, qui était le scénariste de The Thing, scénario approuvé par Stephen King lui-même. Et patatras, The Thing sort en salle. Face à E.T. l'extraterrestre, se prend une gamelle énorme là où E.T. est célébré. Donc, du coup, De Laurentiis dit bah non, tu ne feras pas le film parce que tu n'es pas bankable, et le confie à la place à Mark Lester. De Laurentiis va donc aller chercher Drew Barrymore, qui justement sort du succès de E.T., a été révélé par E.T. Pour un second rôle, il va chercher George C. Scott, oscarisé, à qui il confie le rôle de John. Qui est une espèce de tueur à gages indien un petit peu étrange, dont on va reparler. Dino Laurentiis, il a fait une rallonge de budget exprès pour pouvoir payer George C. Scott, parce qu'il le voulait absolument dans le film, pour lui donner, j'imagine, une aura de respectabilité. On a aussi Martin Sheen, qui a remplacé, selon la petite histoire, Burt Lancaster, qui déjouait son rôle et qui a été souffrant. Et donc Martin Sheen a pris le flambeau juste avant le tournage. Voilà, donc casting plutôt sympathique. Et puis aussi avec Heather Locklear, bien sûr, star du petit écran, qui n'a pas un grand rôle dans le film. Elle joue la maman de Charlie, et est assez vite évacuée. On n'a pas énormément d'informations sur le tournage. Mark Lester a dit un jour que ça a été le tournage le plus difficile de sa carrière, mais sans forcément dire pourquoi. Alors, on peut partir du principe qu'il y avait un producteur assez tentaculaire aux commandes, donc Dino De Laurentiis. Le fait est aussi qu'en matière d'effets spéciaux, je pense que c'était un film assez lourd à gérer dès que les pouvoirs de Charlie se déchaînent, parce que à l'époque, pas de CGI, donc tout devait se faire en live sur le plateau. Le feu, c'est quand même un des éléments les plus dangereux à mettre en scène. Et Dieu sait que la dernière partie du film fourmille d'effets pyrotechniques extrêmement spectaculaires. Il a d'ailleurs fallu avoir recours pour Charlie, quand elle est au milieu des flammes, soit à des doublures, un mannequin où elle ne bouge pas, ou alors à des acteurs de petite taille pour pas jamais qu'elle ne figure dans des scènes dangereuses. Quand le scénario a été rendu, De Laurentiis s'est exclamé, mais en fait, c'est le livre, c'est exactement le livre adapté. Et Mark Lester a dit, bah, c'est pour ça que vous me payez, donc c'est ce que vous avez. Et ce qui est peut-être finalement une des raisons pour lesquelles le film manque peut-être un peu d'âme, c'est qu'on a l'impression que personne ne s'est emparé du récit de Stephen King pour en faire son film, et que c'est très très déférent envers le livre.
Et pour le coup, Stephen King qui a tendance à délayer beaucoup ses scènes pour nourrir la psychologie de ses personnages, une fois que ça passe à l'écran, ça peut avoir tendance à donner un faux rythme. D'ailleurs, souvent les scénarios que King a écrits lui-même, je pense notamment à l'adaptation du Fléau par Mick Garris, ont tendance en effet à avoir un rythme pas... C'est pas du rythme de cinéma, c'est du rythme littéraire, et à l'écran, ça donne pas la même tension. Ce qu'on retrouve de Stephen King dans Firestarter, alors déjà il y a le personnage central d'une petite fille douée de pouvoirs télékinésiques, enfin télékinésiques en tout cas, qui s'apparente à la télékinésie, même si là c'est plus axé sur le feu, mais on pense forcément à Carrie, qui a été son premier grand succès d'écriture, surtout grâce à la sortie du film de Palma, parce que si la première version du livre avait été un succès assez honnête, c'est vraiment le film de Palma qui a fait exploser les ventes du livre et qui a fait vraiment décoller la carrière de Stephen King. Et puis on retrouve quelque chose qui ne met pas souvent dans ses livres, mais c'était une de ses thématiques principales, c'est la méfiance envers le gouvernement, envers les agissements dans l'ombre d'entités gouvernementales secrètes qui ne se soucient guère du bien-être des citoyens pour accomplir un but un peu obscur. Voilà, c'est pas le livre le plus kingien. On peut retrouver aussi, il faut savoir qu'à l'époque, Stephen King a longtemps écrit sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Il a énormément écrit sur le sujet à travers plusieurs livres qui, sous couvert d'arguments fantastiques, parlent de cette addiction. Et dans le calvaire que vit le père de Charlie pendant tout le livre, des migraines atroces liées à son pouvoir, etc., on peut aussi retrouver un petit peu un commentaire de King sur son propre état psychologique, qui souffrait beaucoup, qui devait parfois écrire des livres avec un mouchoir enfoncé dans les narines pour épancher les saignements dus à la cocaïne. Enfin, voilà, il a écrit plusieurs livres qui en parlent. On peut penser au Tommy Knockers qui ne parle que de ça. Même récemment, Dr. Sleep, la suite de Shining, parle de l'addiction à l'alcool. Voilà, c'est vraiment un thème qui est sous-jacent dans beaucoup de ses livres et qu'on peut retrouver en filigrane dans Charlie, même si comme ça ne touche pas le personnage principal, puisque c'est le père qui est touché, on aurait tendance à mettre ça de côté, mais au final, on retrouve quand même ce schéma de dépendance et de lutte mentale incessante d'un personnage pour réussir à rester maître des événements. Il faut savoir que Firestarter est sorti en 1984, à une époque où il y avait très régulièrement des adaptations de Stephen King à l'écran. Il y avait eu Dead Zone un peu avant, il y a eu Creepshow même encore avant, en 1982, il y a eu Christine de John Carpenter, il y aura Cimetière au début des années 90. Voilà, c'est une période assez propice pour lui au succès. Alors Firestarter fait partie de ceux qui sont plutôt passés sous le radar. On n'a pas le retentissement d'un Dead Zone ou d'un Christine qui était confié, il faut le dire, à des gens qui étaient déjà identifiés comme des maîtres du fantastique à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 80, Stephen King, c'était un auteur qui avait du succès populaire. En revanche, la critique littéraire ne le reconnaissait pas comme un maître. Donc le cinéma a plutôt contribué à asseoir son impact populaire. Et du coup, auprès des élites, peut-être à travers un film comme Dead Zone, à acquérir peut-être une dimension supplémentaire, mais Stephen King, lui, il a vraiment commencé à être étudié et accepté par l'intelligentsia littéraire plutôt à la fin des années 90. Ça concordait aussi avec son accident où il a été renversé par une voiture en 1999, blessé, pas très loin de mourir, et où il a remis on va dire, en perspective toute sa carrière. Il a même parlé de prendre sa retraite à ce moment-là. Donc voilà, il y avait une actualité un peu morbide autour de lui qui fait qu'on a commencé un petit peu à
à reconsidérer ses écrits, mais dans les années 80, c'était un écrivain de gare avec un succès délirant, puisque on va dire à partir du milieu des années 80, il ne se passait pas une année sans qu'il ait au moins 2 livres sur la liste des best-sellers, donc à ce niveau-là, c'était délirant. Je crois même que le tout premier livre qui a été tiré à 1 million d'exemplaires en première sortie, c'est ça. Et quand je dis le tout premier livre, c'est pas le premier de Stephen King, c'est le premier livre de l'histoire de la littérature à être tiré à autant d'exemplaires dès sa mise en rayon. Donc ça laisse entrevoir à quel point tout ce qui sortait à l'époque, c'était de l'or. King et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour qui remonte à sa jeunesse. Au-delà de son... C'était un enfant malheureux parce que son père a quitté sa famille très tôt. Il était un coureur de jupons, n'était pas fait pour le mariage, visiblement, de son propre aveu. Donc King a dû grandir avec une mère qui a ballotté ses enfants au gré des petits jobs. Elle avait beaucoup de sœurs, sa mère, donc elle allait vivre le plus possible auprès d'une sœur pour que les enfants puissent être gardés, etc. Donc une enfance pas très stable, une enfance pas brillante à l'école en matière on va dire, de socialisation avec ses camarades, était plutôt de son propre aveu un enfant avec un peu d'embonpoint, un peu renfermé, etc. Et il s'est réfugié dans la littérature d'abord. Avec notamment la découverte à je ne sais plus quel âge, mais assez jeune, d'une caisse de livres qui appartenait à son père, qui étaient des livres d'horreur et fantastiques. C'est là qu'il a découvert Lovecraft notamment. Et puis le cinéma, oui, chaque semaine il prenait le train pour aller voir un double programme le samedi matin de tous les classiques du cinéma de science-fiction et d'horreur des années 50-60. Donc voilà, le cinéma, ça a toujours été ancré en lui. King, il n'a jamais vraiment été aux commandes d'un film dont on pourrait dire que le film porte, le succès, ou en tout cas la qualité du film porte vraiment sa marque à lui, si ce n'est officieusement Cimetière de Marie Lambert, dont il a écrit le scénario et dont on est sûr qu'il aurait tourné quelques scènes, mais il n'y a pas de preuve de ça. Film terrifiant. King n'aime pas le livre parce qu'il l'a écrit dans une période très sombre et il lui a donné une fin extrêmement sombre qui est pour beaucoup dans la qualité extraordinaire et du livre et du film, mais lui-même n'aime pas cette fin et il a voulu même à une époque réécrire la fin du livre pour en sortir une version plus positive, un peu à la Spielberg quand il a censuré les armes dans E.T. Et puis bien sûr, la relation de King au cinéma, elle se traduit aussi par Maximum Overdrive, donc le film qu'il a tourné pour Dino De Laurentiis, qui narre la révolte des machines au son de AC/DC, voilà, parce que la bande son est métal. Et voilà, c'est un mauvais film, rigolo à regarder, mais King n'y fait preuve d'aucune qualité de réalisateur. D'ailleurs, lui-même il en est conscient, il n'y est pas retourné. Peut-être qu'il a eu raison, parce que comme ça, il a continué à écrire des bons livres. Le propre de toute adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire, a priori, est de pouvoir se saisir de l'œuvre littéraire pour un réalisateur ou un scénariste et l'investir déjà de quelque chose d'émotionnel, de personnel, pour qu'on puisse le ressentir à l'écran, et aussi d'extraire d'une structure littéraire, une structure cinématographique qui soit à même de respecter le rythme, les codes, etc. Donc à ce titre, c'est sûr que les plus grandes réussites de Stephen King à l'écran, c'est celles qui ont été habitées par de grands réalisateurs. Ça commence direct avec Brian De Palma, il faut savoir que Carrie, à l'origine, c'est un livre épistolaire qui n'est basé que sur des lettres, des extraits de journaux, des interviews. Et donc De Palma tire un récit totalement linéaire. Voilà, il a complètement évacué cet aspect-là et il en a fait le chef-d'œuvre qu'on connaît.
Kubrick, pour le coup, a pris Shining, il a enlevé à peu près tout ce qui était alors déjà infaisable pour l'époque, parce que dans le livre Shining, il y a des buissons, des animaux, buissons qui s'animent et qui poursuivent le jeune héros, etc. Donc, pour l'époque, déjà, ça, c'était impossible à faire d'une. De deux, Kubrick préfère l'ambiguïté à la, on va dire, au fait que le fantastique est forcément présent. Voilà, c'est le spectateur qui doit être juge de ça chez Kubrick. Kubrick, il aime lier la possibilité du fantastique au dérèglement interne des personnages, là où même si King le fait, il n'y a aucun doute dans Shining, dans son livre, que le fantastique il est présent en dehors des personnages, tandis que dans Shining, le film par Kubrick, voilà, tout peut se passer dans la tête des personnages, donc Kubrick il amène déjà cette vision-là. Après, il la transcende par la mise en scène, puisque pour le coup, bon, tout le monde le sait, Shining, en termes visuels, c'est une espèce de monument. Oui, je crois que King, voilà, quand il rencontre des réalisateurs qui ont une vision, une envie de posséder le matériau pour le retranscrire avec quelque chose de personnel, ça donne des grands films. Quand ça tombe sur des faiseurs qui se contentent de prendre l'argument fantastique de l'histoire qu'ils adaptent et de la transposer telle qu'elle à l'écran, ça donne soit de la série B honnête, soit parfois de très très mauvais films. Stephen King, lui, il est intimement lié aux années 80 parce que c'était ses heures de gloire, c'était le moment où tout ce qu'il écrivait était immédiatement d'un, un énorme succès, et de deux, rentrait immédiatement aussi dans l'inconscient populaire. Il a eu vraiment de Carrie jusqu'à oh là là, peut-être les Tommyknockers où ça commence à être un peu faiblard, mais enfin un peu faiblard, c'est Stephen King, hein, donc. Mais il a eu voilà cette fulgurance pendant 15 années, on va dire, 10-15 années où il avait le feu sacré. Il n'y a pas d'autre chose à dire, il avait le feu sacré et il faisait quasiment à chaque fois mouche. King, c'est un label, ça on peut pas le nier. D'ailleurs, dans les années 90, milieu 80 jusqu'au milieu des années 90, les adaptations télévisées, etc., ont pullulé de ces bouquins avec des bonheurs assez variés. Est-ce que ça va être le cas à nouveau avec l'immense succès de ça, qui est quand même devenu le film d'horreur le plus successful de l'histoire du cinéma d'horreur français? À voir, parce que déjà, l'adaptation suivante de King, La Tour Sombre, c'est complètement gaufré au box-office et aussi artistiquement, c'est une catastrophe. Le roman La Tour Sombre, enfin la saga La Tour Sombre, c'est comme, comme King le décrit lui-même, c'est le Jupiter de sa galaxie littéraire, c'est-à-dire c'est la planète autour de laquelle tout le reste tourne. D'ailleurs, dans plein de ces romans qui n'appartiennent pas officiellement à la saga de La Tour Sombre, il y a des renvois, des connexions. Dans La Tour Sombre, on retrouve des personnages qui viennent de Salem ou d'autres. On retrouve même Stephen King lui-même qui met en scène son propre accident dans un des livres. Donc voilà, c'est vraiment un roman monde, c'est un roman cœur, et l'adaptation qu'on a été tirée, c'est une catastrophe sans nom. Donc du coup, cet échec-là, je pense que je suis pas sûr qu'on va voir à nouveau pulluler les adaptations de King. Déjà parce que il a écrit moins de romans ces derniers temps, même s'il a repris un bon rythme là. Des romans qui sont peut-être qui ont moins de succès, qui s'inscrivent moins dans l'inconscient populaire, comme ses écrits des années 80 ont pu le faire. Donc du coup, qui sont peut-être moins une planche de sûreté pour des producteurs qui se disent bon bah si on prend ce roman-là, tout le monde le connaît, donc ça va cartonner. Pour ça que du coup ça est un remake d'un de ces romans qui a eu plus de succès. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on doit peut-être voir des remakes arriver. En revanche, des nouvelles adaptations de King basées sur certains de ses écrits, on en voit quelques-uns à la télévision, notamment avec 22-11-63 qui a été adapté par J.J. Abrams pour la télévision, Mister Mercedes aussi qui vient d'être adapté, mais il n'y en a pas tant que ça qui se profile à l'écran. Il y a une nouvelle version de Cimetière qui est déjà en cours de tournage, ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit fleurir d'autres. La postérité de Stephen King au cinéma, ça va être une poignée de grands films qu'on oubliera
Jamais, que ce soit Carrie, que ce soit Kubrick, que ce soit Dead Zone, Stand By Me, Les Évadés de Franck Darabont. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un schéma Stephen King dans la façon d'aborder le fantastique, dont il naît souvent, le fantastique naît très souvent de la vie quotidienne chez lui. C'est rare qu'on arrive comme dans La Tour Sombre dans un monde qui est d'office fantastique et dans lequel les personnages évoluent. Donc il y a déjà depuis longtemps une influence de Stephen King sur cette zone du fantastique qui naît de la vie de tous les jours. Au-delà de ça, je pense que lui-même ne laissera... Sa trace, c'est son corpus d'écrits qui ne cesse de grandir, qui fourmille de nouvelles aussi, parce qu'il a quand même écrit quasiment 200 nouvelles qui ne demandent qu'à être adaptées, étendues, agrandies pour devenir des films. Ça a déjà été le cas, comme La créature du cimetière notamment et d'autres. Sinon, en termes de postérité artistique, elle est surtout liée aux réalisateurs qui ont su transcender ses écrits plutôt qu'à ses écrits eux-mêmes. Il y a une attente, moi, que j'ai personnellement, c'est l'adaptation de Marche ou crève, qui est un des tout premiers écrits de Stephen King quand il était jeune et qu'il a jeté à la poubelle plusieurs fois. Il s'est dit qu'il ne le ferait jamais. Il l'a fait finalement paraître des années plus tard sous son pseudonyme, Richard Bachman, qui est un livre absolument incroyable, très difficile à adapter et qui va l'être normalement l'année prochaine. Firestarter, le film n'est pas connu pour sa musique, mais notable en tout cas pour sa musique, qui est l'œuvre du groupe Tangerine Dream, un groupe d'ambient assez célèbre pour avoir fait la musique du Solitaire de Michael Mann, de Sorcerer de Friedkin. Pour le coup, pareil, ça fait partie des trucs au casting de Firestarter qui font dire waouh. Quand on connaît la réalité, en fait, le groupe a envoyé à Mark Lester plusieurs musiques sans avoir vu le film, composées sans avoir vu le film, et a dit fais-en ce que tu veux. Et Mark Lester s'est aperçu au montage que, en effet, ça fonctionnait. Donc il y a une espèce de côté un peu dépassionné comme ça dans le processus de la musique du film qui à l'écran donne quelque chose d'assez éthéré, c'est assez étrange. On a l'impression que les musiques ne sont pas forcément faites pour aller sur tel passage, mais en même temps, elles lui donnent une qualité qu'on n'attendait pas, peut-être un peu éthérée, parce que pour le coup c'est une musique très synthétique, assez carpenterienne avec des basses assez lentes, etc. Mais voilà, ça amène au film un cachet assez étrange qui reflète bien le processus artistique inexistant de Tangerine Dream quelque part, puisqu'ils ne se sont pas inspirés du film pour faire cette musique qui pourtant fonctionne.